Alors par rapport à ce premier schéma que nous avions fait, ici nous allons faire un schéma beaucoup plus simple, parce que ce que nous voulons comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de transition allostérique ici dans les capillaires et ici dans les organes. Donc les détails de la circulation avec le cœur ici ne nous intéressent pas, donc en fait mentalement je vais le supprimer, de façon à faire une seule veine qui va aller directement au poumon et une seule artère qui va aller directement aux organes. Hein, je tiens pas compte du fait ici qu'il y a une double circulation à basse et à haute pression. Je supprime complètement ça par la pensée pour me focaliser sur les différents capillaires. Donc commençons par la zone des poumons, qu'on va mettre en haut, et puis à l'opposé on met les tissus. Alors je ne vais pas choisir n'importe quel tissu, je choisis le muscle pour qu'il y ait de la myoglobine. Et puis entre les deux, un système circulatoire. Alors un système circulatoire avec, on les fait énormes hein, pour qu'il y ait la place de dessiner, des capillaires. Et sur ces capillaires, on a les fameux pneumocytes ici qui forment la surface d'échange. Et puis de l'autre côté, il va falloir les dessiner un petit peu différemment parce que ils sont interrompus. Et puis entre les deux, comme je vous l'ai dit, je ne m'embête pas avec le fait qu'il y ait un cœur. Je mets une seule veine qui va directement. Hein, il y a un cœur entre les deux, mais je ne m'embête pas à le dessiner. Et il y a un cœur aussi au niveau des artères, mais je simplifie, je mets une seule grande artère. Et là, vous savez que si on voulait faire un schéma complet, il faudrait rajouter un cœur. Mais ces aspects circulatoires ne m'intéressent pas, surtout que je sais que l'hémoglobine ne change pas, ne fait aucun échange quand elle est dans l'artère ou dans les veines. Donc là, j'aurai rien d'intéressant à dessiner dans cette portion-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les capillaires. On a dit que quelque chose de très intéressant, de très important, c'est l'hématie. Donc je vais représenter une grande hématie. Alors vous pouvez l'appeler hématie, vous pouvez l'appeler globule rouge, vous pouvez l'appeler érythrocyte. Érythrocyte c'est dire en grec, globule rouge. Donc tout ça c'est la même chose. Prenons ce qui se passe au niveau d'un muscle. On va prendre un muscle qui est extrêmement actif, donc qui libère du CO2, mais peut-être aussi des protons, et puis qui a une température élevée, parce qu'il a un métabolisme très élevé, il produit aussi beaucoup de chaleur. Donc on est sur un muscle à fort métabolisme. Ces muscles à fort métabolisme ont une pression partielle en oxygène qui généralement est de 1 kPa. Les muscles, les organes qui ont un métabolisme moins fort, c'est 5 kPa. Pourquoi est-ce qu'à proximité de ce muscle qui a un fort métabolisme, on a une libération d'oxygène? Ce n'est pas parce que ce muscle en a besoin, de toute façon, sinon il fermente, mais c'est parce que ça induit une transition allostérique. L'hémoglobine, elle est arrivée sous la forme qu'elle avait en venant des poumons. En sortant des poumons, elle est sous forme relâchée et elle a fixé de l'oxygène. Ça parce que on a une pression partielle en oxygène qui est de 13,3 kPa et quand on laisse l'hémoglobine s'équilibrer, elle se sature en oxygène. On a 100% de l'hémoglobine qui est sous forme R et sous forme oxygénée. Ensuite, elle circule telle qu'elle sans être modifiée, il ne se passe rien dans les artères, donc c'est sous cette forme qu'on la retrouve
près des muscles. Alors pourquoi est-ce que l'oxygène ne reste pas sur l'hémoglobine? On a vu qu'il y avait un effet Bohr. L'effet Bohr, c'est le fait que les protons, en se fixant sur l'hémoglobine, tendent à faire passer la molécule sous forme tendue. Mais qu'en plus de l'effet Bohr, il y avait un effet du CO2 lui-même, parce qu'on retrouve les groupements CO- sur la carbamine hémoglobine, en particulier sur les groupements NH2 de cette molécule, et puis qu'il y avait aussi un effet de la chaleur, que ce sont trois éléments de contrôle de la transition allostérique de R vers T. Or, cette molécule d'hémoglobine sous forme T n'a aucune affinité pour aucune, j'exagère, très peu d'affinité pour l'oxygène, donc elle libère de l'oxygène qui alimente le muscle. Donc c'est le métabolisme qui a déclenché la transition allostérique qui alimente l'oxygène en muscle, cet oxygène pouvant se recombiner avec de la myoglobine et refaire un stock myoglobine O2, qui lui-même peut ensuite être détruit et l'oxygène pouvant être consommé, alors je vais devoir passer à travers mon écriture, dans le métabolisme de la respiration. Le CO2 n'intervient pas seulement dans la transition allostérique. Donc on a dit qu'il fait ici une fixation. Je vais mettre en vert les transports du CO2. Donc on a de la carbe, amine, hémoglobine. Mais en plus, le CO2 réagit avec l'eau à l'intérieur de l'hématie pour faire des ions HCO3- et des ions H+. Tiens, ces ions H+, évidemment, ils ont participé à la transition allostérique. Et les ions HCO3- par le transporteur passif HCO3- chlore ne restent pas dans l'hématie et passent dans le plasma. Et ici, on a une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique. Je vais mettre sur le côté. Et on a un petit peu de CO2 dissous. Donc CO2 dissous 7%, HCO3- 70%, carbamine hémoglobine 23%. Et là nous avons le transport du CO2. Tout ça reste tel quel lors de son transport dans les veines. Rien ne change. Donc c'est sous cette forme-là que l'on retrouve l'hémoglobine. Donc elle est sous forme tendue, elle est sous forme carbaminée. Quand elle arrive au niveau des poumons. Donc pourquoi peut-elle fixer de l'oxygène alors qu'elle est sous une forme qui n'a aucune affinité, enfin, qui a une très faible affinité pour l'oxygène? Ici, on a le contrôle allostérique qui est le contrôle inverse de celui que l'on avait dans les muscles. On a une température qui est plutôt fraîche dans les poumons parce que bien que le reste du corps soit à 37 degrés, l'air est frais quand il est inspiré, donc le temps qu'il se réchauffe, il n'atteint pas les 37 degrés. Et en plus, on avait une pression partielle en CO2 ici qui était élevée. Ah tiens, je vois que je ne l'ai pas mise. La pression partielle en CO2, quand on a un métabolisme qui est élevé, elle est supérieure à 6 kPa. Alors que dans l'air, on a une pression partielle en CO2 qui est plus faible, qui est inférieure à 5 kPa. Ce qui fait que le CO2 dissous sort directement dans l'air alvéolaire, et puis ensuite tout ça peut être expiré, c'est pour ça que la personne expire du CO2 et fixe de l'oxygène. Mais ce CO2 dissous, c'est un tout petit volume,
ce CO2 dissout, au fur et à mesure qu'il se dissout, qu'il disparaît, il est recréé parce que on a du CO2 qui peut être créé par la réaction avec les ions HCO3-, mais dans le plasma qui est ici, c'est beaucoup trop lent. Par contre, à l'intérieur de l'hématie, il est tout à fait possible, pardon, il n'y a pas de transporteur, à l'intérieur de l'hématie, il est possible d'en reformer en grande quantité à partir des ions HCO3- qui proviennent du plasma. Et donc les ions HCO3- peuvent réagir avec des protons, redonner du CO2 et redonner de l'eau, je ne redessine pas de l'eau, ce qui fait que ces ions HCO3- finalement sont dégazés, sont éliminés. Donc ça c'était les 70% transportés sous forme d'ions HCO3- en repassant par l'hématie sont éliminés sous forme de CO2. Ce qui fait que ici, vous voyez qu'on a des protons qui sont éliminés dans la réaction qui est toujours catalysée par l'anhydrase carbonique. Lors de cette réaction, des protons disparaissent. Donc en fait, localement, on a un pH basique par disparition de ces ions HCO3-. On a une température qui est plutôt faible, et puis on a une teneur en CO2 qui est faible, puisque justement le CO2 est en train de dégazer. Et tout ça, ce sont les éléments de contrôle de la transition allostérique de T vers R. Mais s'il y a une transition allostérique de T vers R, le CO2 est éliminé. Et il repart toujours par le même système, par le dégazage. Donc, soit on a d'autres effecteurs allostériques qui tendent à faire la transition et comme effet secondaire, le CO2 est éliminé, soit le CO2 lui-même se détache parce que, par la loi d'action de masse, puisque le CO2 est en train de diminuer de pression partielle, le CO2 s'en va et ça fait une transition. Les deux phénomènes existent, en tout cas tout ça s'additionne pour faire une transition de T vers R. À ce moment-là, on a des molécules en forme R et une pression partielle en oxygène qui est forte, une molécule qui a une forte affinité, ça se réassocie et c'est reparti pour un tour. Donc on voit qu'on a une transition dans un sens dans les poumons, une transition en sens opposé dans les muscles, et que c'est dû aux conditions locales, donc à la température, mais aussi aux réactions que font le CO2. Est-ce que le CO2 est-ce que la formation du CO2 consomme des protons, ou est-ce qu'au contraire la libération du CO2 induit l'apparition de protons à proximité de l'hémoglobine? Et on a un effet du CO2 lui-même. Est-ce que l'équilibre entre les formes carbaminées et non carbaminées correspond à la concentration de CO2 locale? Tous ces phénomènes s'additionnent pour que la transition aille dans un sens dans les poumons, dans l'autre sens dans le muscle. Donc avec simplement le contrôle allostérique et en comprenant aussi comment est transporté le CO2, on peut facilement expliquer pourquoi est-ce qu'on a transition allostérique dans un sens et dans un autre, c'est-à-dire fixation d'oxygène d'un côté et au contraire libération d'oxygène de l'autre, et en plus une libération proportionnelle à l'intensité métabolique. Rien de magique, que des mécanismes.